Analisi dei farmaci 2. Finalità. Ici, la finalité est l'information qualitative et quantitative, donc l'interprétation du principe actif. Le titre du principe actif, c'est-à-dire la concentration, la dose. Aussi l'identification des impuretés qui accompagnent le principe actif et aussi la concentration de ces impuretés. Ce type d'analyse, nous les rencontrons dans la production du médicament, mais aussi dans les études de stabilité du médicament. Car on doit s'assurer que le principe actif est maintenu stable durant la période de commercialisation du produit. Ces études de stabilité prennent en considération les paramètres suivants: le temps, l'humidité, la température. Le domaine dans lequel nous nous étendrons durant ce cours est celui de l'ADME/PK, c'est-à-dire l'ADME pharmacocinétique. Ici, par exemple, on évalue l'évolution de la concentration du plasma d'un sujet à qui on a administré un médicament. Oggetto. L'objet est différent en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Nous pouvons avoir des environnements tels que l'environnement pharmaceutique, alimentaire ou environnemental. Mais, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, le campione est l'objet de l'analyse. Les campioni sont constitués de matrices et analiti qui peuvent à leur tour être une ou plusieurs substances. La matrice est la somme du solvant plus tout ce qui, en termes de substances, ne coïncide pas avec les analiti. Cette matrice n'est pas l'objet de l'analyse, mais peut être un obstacle pour l'analyse. Les analiti sont 2 points, le pH, les métabolites et les impuretés. Dans l'environnement pharmaceutique, les campioni peuvent être des comprimés, c'est-à-dire compresses en italien, scirope, c'est-à-dire des siropes, les urines et le plasma, et così via. Les campioni dans l'environnement pharmaceutique peuvent être divisés en 3 groupes. Comme premier groupe, nous avons le pH in bleu, par exemple la poudre de médicament. Comme second groupe, nous pouvons parler de la formulation, par exemple les compresses, les bustine et les fiale. Comme troisième groupe, nous pouvons parler des fluides et des tissus biologiques, c'est par exemple le cas des urines et le plasma. Dans chaque groupe, nous aurons des analiti. Dans le cas du pH, la matrice est propre et l'analyse est facile parce qu'il y a peu d'impuretés. Dans le cas des formulations, on ajoute des excipienti au pH. pH, c'est le principe actif, bien sûr. Ceci rend la matrice complexe et l'analyse difficile. Dans le cas des fluides biologiques, la matrice est très complexe et l'analyse est plus difficile. Phases. Les phases d'une analyse sont: premier tiret, le choix de la technique analytique. Ces choix sont la volumétrie, la spectrophotométrie, la fluorimétrie, l'HPLC, la GT. On se base sur la littérature scientifique et sur des instruments à disposition pour choisir la technique. Deuxième tiret, la progestazione dell'esperienza.
On peut procéder par exemple avec le DOE, c'est-à-dire le dessin expérimental. Troisième tiret, le campionamento. Les campioni doivent être assoggettati aux analyses. Quatrième tiret, la préparation du campione. Elles peuvent être simples ou complexes. Exemple, la préparation du principe actif est simple, mais la préparation des fluides est complexe. Parce qu'il y a plusieurs substances qui interviennent dans les fluides. Par exemple, on doit extraire l'analyte du fluide et nous avons pour cela 3 méthodes d'extraction. L'extraction liquide-liquide, entre parenthèses LLE, l'extraction liquide-liquide sur phase solide, entre parenthèses SLELE, 3. L'extraction sur phase solide, entre parenthèses SPE, qui a porté à l'entrée des nouveaux techniques comme la SPEM, comme la SPME. Cinquième tiret, l'exécution de la mesure. Ici, on prend la solution, on la pose sur l'instrument et on procède à la lecture et on reporte le résultat obtenu. Sixième tiret, calcul et interprétation des résultats. Il est à noter que toutes les phases sont importantes. La phase de progestation de l'expérienza permet seulement d'épargner le temps. Il est important de ne pas commettre des erreurs parce qu'il se répercute dans diverses phases et conduit aux faux résultats. Pour la production et pour les études de stabilité, on utilise des principes actifs et formulations. Pour des études de l'ADME/PK et analyse forensi, on utilise des fluides et tissus biologiques. Impurezze sintetiche. L'acido salicilico représente l'impurité qui peut être compromettante pour le produit final, c'est-à-dire l'acido acétylsalicilico. Il y a aussi des métabolites qui peuvent compromettre au produit final. Il y a aussi des sous-produits, c'est-à-dire des substances non hypothétisables dans le flux synthétique. Ces substances enrichissent la cote d'impurité et se trouvent dans le principe actif final. Il y a aussi d'autres impuretés telles que les solvants et les métaux. Un PA, c'est-à-dire un principe actif, après obtention commence à se dégrader avec le temps. Et avec la dégradation, il génère des produits de dégradation, bien sûr. C'est par exemple le cas de l'acido acétylsalicilico qui, en se dégradant, produit un intermédiaire de synthèse qui est l'acido salicilico. Convalida del metodo analitico. Le processus de convalidation doit être effectué au terme des phases. La convalidation est une démonstration que la procédure analytique soit effectivement idonée pour l'objectif préfixé. Le fait d'avoir déjà écrit toute la procédure n'est pas suffisant. À travers la convalidation, on démontre que la procédure est effectivement idonée. Il s'agit d'un processus relativement long et doit être respecté pour des aspects formels. Studi di stabilità. On effectue des études de stabilité sur des principes actifs et formulations pharmaceutiques. Ils sont effectués parce que l'on veut connaître le comportement du pH face à la lumière, la température et l'humidité. Grâce à ces études,
on comprend si le principe actif est stable ou non. Grâce à la variation du titre du principe actif par exemple, on peut comprendre la période de validité et de conservation. Plus sont élevées la température, l'humidité, plus sont grandes les probabilités de dégradation du principe actif. Physiquement, une étude de stabilité se présente avec des nécessités d'avoir une chambre climatique. Il s'agit des amadiotis qui sont capables de reproduire des conditions spécifiques et sont aussi capables de certifier que durant toute l'étude, se sont maintenus dans les spécifiques limites les mêmes conditions de température et humidité. Saggi e controlli analitici. Ces saggi et contrôles analytiques sont le peso medio, l'uniformità della massa, l'uniformità du contenu, l'identification du principe actif, la détermination du titre du principe actif, la détermination du titre du système conservant, la détermination de l'humidité, la détermination du pH, la détermination du pouvoir rotateur spécifique. Perdita all'essiccamento. Loss on drying. Ici, on n'a pas la certitude que la qualité d'eau mesurée soit celle présente dans le campione. Il pourrait y avoir de l'éthanol par exemple. Donc, ici, il y a absence de distinction entre l'eau et autres solvants volatiles. Ici, on a le choix entre deux méthodes. Une méthode officielle et une méthode non officielle. La méthode officielle est la méthode de la stoffa et non officielle est la bilancia termogravimetrica. Détermination de l'humidité. Ici, on utilise la méthode Karl-Fischer qui permet de mesurer la quantité d'eau présente dans le campione. Studi di degradazione forzata. Cette étude précède les études de stabilité. La finalité ici est de générer en forçant les conditions environnementales tout potentiel produit de dégradation. Valutare la spécificità des méthodes analytiques. Les conditions de stress généralement utilisées sont l'environnement acide, par exemple l'HCl, l'acide chlorhydrique, l'environnement basique, exemple l'hydroxyde de sodium, l'environnement oxydant qui sont de trois types, l'eau oxygénée, l'ion Fe3+, et l'ion cuivre. Toujours comme condition de stress utilisée, nous avons également la photodégradation, entre parenthèses lumière visible, lumière UV. Et enfin, comme condition de stress utilisée, nous avons la température. Il est à noter que quand un principe actif se trouve en contact avec l'environnement, il peut subir des dégradations. Toutes les conditions énumérées plus tôt sont fonction de la concentration, du temps et aussi de la température à laquelle l'étude est faite. Reazione di degradazione. Ici, nous opérons soit sur les principes actifs in bulk ou soit sur des principes actifs en présence des excipienti, entre parenthèses formulation. Dans une formulation sont présentes des impuretés qui promouvèrent les réactions de dégradation. Il est important de mettre en évidence que dans les principes actifs in bulk, le rôle des impuretés dans le processus de dégradation est moins important pour des raisons de qualité.
impurezze. Ces impuretés sont les intermédiaires de synthèse, les sottoprodotti di reazione, les produits de dégradation, les solvants, les métaux, les substances organiques. L'eau. Contextuellement, l'eau n'est pas une impureté. Toutefois, l'eau intervient dans le processus de dégradation du principe actif. Donc, il est considéré comme une impureté lorsqu'il favorise la réaction de dégradation. Origine delle impurezze. Le principe actif, c'est-à-dire quoi? Les origines des impuretés sont le principe actif, gli excipienti, le processus de production, le confezionamento. Les réactions de dégradation sont l'hydrolyse, l'oxydation, la réduction, la photolyse, la polymérisation, l'isomérisation, l'interaction directe avec les excipienti. Hydrolyse. Nous pouvons citer quelques réactions d'hydrolyse, comme par exemple, à partir de l'imine, on obtient par exemple le diazépam, l'oxazépam. À partir des lactami, on obtient par exemple les antibiotiques bêta-lactamici. À partir des estéries, on obtient de l'atropine, et etc., etc. Durant l'hydrolyse, la réactivité du pH, c'est-à-dire du principe actif, est fonction d'une série de facteurs. Regardez les appuntis pour voir la réaction. Merci. Formulazione solide. En théorie, les solides n'ont pas de problème d'hydrolyse. En réalité, dans les formulations solides, il y a la présence d'eau, sous-entendu comme résidu d'humidité. Ce résidu d'humidité peut avoir un rôle dans la stabilité du principe actif. En fonction d'une série de facteurs, entre parenthèses, le contenu du résidu d'humidité, l'eau, activité, l'état physique du principe actif. Une formulation solide ne doit pas contenir plus de 5% de résidu d'humidité. L'eau disponible dans une formulation n'a pas la même disponibilité en termes de catalyse. Il y a l'eau qui a plus de liaison et est donc moins disponible, et l'eau qui a moins de liaison et est plus disponible à catalyser des réactions d'hydrolyse. Les substances amorphes sont plus accréditées par hydrolyse que les substances à structure cristalline. La granulométrie est importante parce que dans une formulation solide, les réactions d'hydrolyse sont en superficie. Mineure est la granulométrie, majeure est la superficie disponible. Oxydation. Nous avons divers types d'oxydation. L'auto-oxydation, liée au générateur de radical. L'oxydation peroxido-mediata, liée au radio en acqua oxygenata. L'oxydation photoindotta, liée aux réactions de photolyse. Peroxidi. Ce sont des impuretés organiques présentes dans les excipienti. Ils interviennent aussi dans le processus de dégradation. Parmi les peroxydes qui créent généralement les problèmes, on peut par exemple citer l'eau oxygénée et les peroxydes organiques. La source majeure de ces impuretés sont les excipienti. Les peroxydes peuvent avoir
une action directe ou indirecte dans le processus de la dégradation. Ils interviennent toujours dans le processus d'oxydation du médicament. Interazione diretta con gli eccipienti. Impurezze presenti nel lattosio. Ici, le médicament est capable de réagir chimiquement avec un excipiente. C'est l'exemple de la réaction du lactose, avec le lactose. Il s'agit des réactions de type Maillard et nous devons avoir des médicaments avec des fonctions aminiques primaires et secondaires. Notez bien, la réactivité du lactose est majeure à l'état amorphe. Technique analytique. Technique analytique. Parmi les techniques analytiques que nous avons, la spectrophotométrie UV visible. Il s'agit de la spectroscopie d'absorbimento. Ici, la lumière qui est employée est absorbée par nos analytiques. La KPLC UV, c'est une technique chromatographique associée à un système de révélation spectrophotométrique UV visible. La spectrofluorométrie, c'est une technique spectroscopique. Il s'agit de la spectroscopie d'émission et non d'absorption. Commençons avec la spectrophotométrie UV visible. L'UV visible, dans notre technique analytique, s'identifie dans les spectres électromagnétiques, dans la zone comprise entre 200 et 800 nanomètres, qui comprend soit la lumière UV, mais aussi celle visible. Plus précisément, le champ d'UV qui va de 200 à 350 nanomètres et le reste de la lumière visible. Le seuil de l'UV peut être abaissé de 200 à 190 nanomètres, mais sous 190 nanomètres, nous avons affaire avec des radiations UV, mais non utilisables parce qu'il faudrait travailler sottovuoto. La spectrofluorométrie s'identifie grâce à une série de blocs caractérisés chacune par une lettre qui sont les suivantes: S, M, C, D et PC. S, c'est-à-dire sorgente luminosa. La source lumineuse peut être divisée en ceux qui génèrent des spectres d'émission à ligne. Dans ce cas, le graphe a un axis avec l'intensité à l'ordonnée et la longueur d'onde à l'abscisse. Ceux qui génèrent les spectres continus. On parle de lumière polychromatique. En fonction de l'emploi pratique, les sources lumineuses se divisent en petit 1, sources qui génèrent la lumière visible, entre parenthèses lampade halogène, lampade altusteno. Ensemble, ils génèrent des spectres de type continu. Petit 2, sources qui génèrent de la lumière ultraviolette. Dans les spectromètres, on trouve des sources à deutério ou des sources xéno. Ensemble, ils donnent des spectres continus. Nous pouvons également y trouver des sources à vapeur de mercure qui génèrent des spectres à ligne. Notez bien, dans un spectrophotomètre,
on utilise majoritairement des sources de deutério et sources halogènes ou al tungsteno. M. Monochromatore. Il serait plus correct d'identifier ce bloc comme le système de sélection de la longueur d'onde. Comme arrive la lumière polychromatique générée par la source, il faut sélectionner des longueurs d'onde bien distinctes. Le monochromateur sert à rejoindre cet objectif. Les systèmes de sélection de longueurs d'onde se divisent donc en astérisque, premier astérisque, filtre et deuxième astérisque, monochromatori. Commençons avec les filtres. C'est-à-dire des filtres à absorbimento, utilisés seulement pour sélectionner la lumière en champ visible, ou filtres à interferenza, utilisés soit dans le visible, soit dans l'ultraviolet. Ces filtres annulent la longueur d'onde qui ne nous intéresse pas et potenziano quelle desiderate. Graphiquement, quand on sélectionne pour obtenir la lumière monochromatique, si le système à filtre est idéal, on devrait obtenir une ligne unique en correspondance au nanomètre voulu. Mais ceci n'arrive pas en réalité. Il n'est pas possible de sélectionner la lumière monochromatique. On n'obtiendra pas une seule ligne, mais une bande centrée sur la longueur d'onde objective, plus ou moins intense ou plus ou moins allargata. Cette technique se dit bande passante. Le terme bande passante se réfère au fait qu'elle passe à travers un système de sélection. Le concept de bande passante vaut pour n'importe quel système de sélection. Les caractéristiques idéales d'une bande passante sont majeure intensité possible et plus étroite, entre parenthèses stretta en italien, possible est la bande. Regardez les appunti pour des graphiques. Deuxième astérisque. Monochromatori. La bande passante est encore meilleure par rapport au filtre d'interférence. Le monochromateur est une boîte noire. Les parois internes du box sont rigoureusement noires. La boîte est pourvue d'une fenditura di entrata et d'une fenditura d'uscita. La fenditura di entrata donne accès à la lumière polychromatique et la fenditura d'uscita permet l'uscita de la lumière sélectionnata. À l'intérieur sont présentes des structures qui permettent la sélection de la lumière, c'est-à-dire deux miroirs. Un qui reflète et focalise la lumière sur le reticolo di diffrazione. Il advient la diffraction, c'est-à-dire la décomposition de la lumière polychromatique dans
les différents composants quand la lumière diffrange du réticule. Nous aurons les différents composants qui sont séparés. Sur l'autre miroir, il n'arrive pas la lumière polychromatique, mais la lumière décomposée dans les différents composants. Ceux-ci sont convergés, entre parenthèses convogliate en italien, vers la fenditura di uscita. Le piano focale, c'est-à-dire la fenditura d'uscita è le piano focale. En bouchant le réticule di diffrazione, il est possible de faire sortir de manière ordonnée les différents composants. Si la poudre entre, c'est-à-dire la poussière par exemple, entre, elle reflète la lumière et donc il faut rester particulièrement attentif. Les monochromateurs sont des meilleurs instruments de sélection. Regardez les appentis pour le schéma. Notez bien. Il existe aussi des monochromateurs à transmission, mais ils ne sont pas très utilisés. C. Campioni. La lumière doit être redirigée vers la lanetta. Nous avons un conteneur dans lequel il y est posé le campione en soluzione. Ces conteneurs prennent le nom de cuvette. Une cuvette est un parallépipède dans lequel est inséré le campione. On peut avoir les cuvettes en quartzo, vetro, ottico et plastica. Les cuvettes en quartz permettent de travailler à intervalles majeurs de 190 à 800 nanomètres. Les cuvettes de vetro, optico et plastica peuvent être utilisées dans les champs visibles et non ultraviolets. Les cuvettes en verre optique et quartz font partie de la vitrine calibrée. Comme le quartz et le verre optique pâtissent les bases fortes, il ne faut pas les tenir beaucoup dans des solutions agressives alcalines dans ces conteniteurs. Il faut considérer le camino ottico, c'est-à-dire le camino que la lumière parcourt de l'entrée à la sortie. Il faut aussi considérer le volume de la cuvette, bien sûr. Les cuvettes à spectrophotométrie ont deux faces de verre smerigliato, tandis que deux faces opposées sont de verre transparent. Sur la cuvette, on parle de lumière incidente. Ça serait celle, entre parenthèses bien sûr, ça serait celle de la bande passante dont la lumière in entrata dans la cuvette. La lumière in uscita prend le nom de lumière transmessa.